S Geotechnic. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien avec vous. Ares Kisalem, docteur en géotechnique, et je reviens vers vous avec une nouvelle vidéo, une nouvelle série de vidéos. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un j'aime sur cette vidéo et de activer la cloche afin que vous ne ratiez pas les prochaines vidéos qui vont sortir. Donc ça nous aide vraiment beaucoup pour développer et améliorer cette chaîne et vous proposer beaucoup plus de contenu sur la géotechnique. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime, donnez-nous votre avis en commentaire et on commence. Alors, le calcul des fondations. Le calcul des fondations. On va commencer cette nouvelle série qui est très intéressante, qui est destinée aux étudiants en génie civil, les étudiants en génie civil en général, euh, pour les ingénieurs. Et voilà. Donc, les ingénieurs génie civil, donc tout le monde est concerné par le calcul des fondations. C'est un chapitre très important en géotechnique qu'il faudra maîtriser et on va essayer de voir ça de A à Z. Ok, très bien. Alors, dans cette série de vidéos, alors on va voir le calcul des fondations. Donc le calcul des fondations, alors on a deux, on va le diviser en deux volets. Donc calcul de capacité portante des fondations, donc résistance du sol, et calcul de tassement, donc déformation du sol. OK? Donc, on va commencer cette première vidéo, bien, ce premier chapitre par le calcul de fondation, le calcul de la capacité portante sur la base des essais au laboratoire. Donc, on va essayer de voir les différents essais. OK? Donc les essais au laboratoire, essais in situ, donc pénétromètre, PMT, SPT, CPT, les essais à la plaque. On va essayer de voir de tous les types d'essais possibles pour bien sûr le calcul de la capacité portante des fondations. Pour le moment superficiel, on fera une autre série sur les fondations profondes. Allez-y. Tout d'abord. Alors, avant de commencer, je vais prendre peut-être 4-5 minutes de rappel théorique. Ne zappez surtout pas cette phase. Elle est très importante. L'équipe, tout bon ingénieur, tout bon ingénieur se doit de maîtriser un minimum de théorie. D'accord? Parce que je vais vous dire une chose. Les formules, c'est facile. C'est vraiment facile. D'accord? Regardez, par exemple, ici, pour calculer la contrainte admissible, ou bien ça, c'est pas la contrainte admissible, c'est la contrainte ultime. D'accord? Voyez cette formule, elle est facile. Je peux vous dire c'est quoi ça, c'est quoi ça, c'est quoi ça, c'est quoi ça. Vous donnez des tableaux, des valeurs, et vous allez commencer à utiliser, vous prenez une calculette, vous calculez, et c'est bon, c'est plié. Très facile. L'application numérique, elle est très facile. Moi, ce que je veux de vous, c'est que vous compreniez tout d'abord un petit peu l'aspect théorique des choses, d'accord? Et ensuite, on va aller vers l'application numérique et ça va être très simple. D'accord? Allez-y. Donc, déjà, on a le mécanisme de rupture du sol lorsqu'il est soumis à un chargement. Comme ça, donc, tac, je vais prendre cette capture, on va la ramener ici et on va faire quelques explications. Alors, on va parler un petit peu histoire. On va parler un petit peu histoire. Environ 1900, pardon, 1943, il y a un génie de la mécanique des sols connu sous le nom, donc je sais pas, je pense que connu sous le nom de Terzaghi. Alors, Terzaghi, c'est un malade mental. Il a fait une dinguerie. D'accord, il a fait une dinguerie. Bon, c'est pas une découverte, mais plutôt, ce sont des recherches et des études et des expérimentations. D'accord? Avant cette date,
avant cette date, les méthodes pour le calcul des fondations étaient vraiment très approximatives, si je peux dire ça comme ça. Très approximatif. D'accord. Et donner des valeurs, parfois des valeurs exagérées, parfois des valeurs sous-estimées, des fois des valeurs surestimées. Il n'y avait pas une base fixe pour le calcul des fondations. D'accord. Et il y a pas mal de projets avant cette date-là qui ont subi des effondrements, des tassements, des ruptures, voilà, des coûts astronomiques. Donc, lorsque vous voyez que vous n'avez pas une méthode de calcul fiable et et vous voyez qu'il y a des catastrophes qui se produisent. Dans un sol, vous faites par exemple une semelle de 1 mètre de largeur et vous voyez qu'il y a une catastrophe. Donc, vous allez déduire que dans cette zone-là, donc on va pas faire 1 mètre. On va plutôt aller-y, on va aller faire une semelle de 2 mètres. Voyez? Donc, c'était beaucoup plus, un retour d'expérience. Puis est venu Monsieur Terzak. D'accord? Donc, Monsieur Terzaki, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu comprendre le phénomène de la rupture du sol sous une semelle chargée, verticale. D'accord? Donc, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a commencé? En fait, c'est simple. Il a fait ça. Il a pris un bac en verre. D'accord? Donc, on va parler un petit peu d'histoire. D'accord? Et ça, c'est très important que vous compreniez ça. Comme ça, vous aurez bien les bases et les notions pour bien pouvoir nous développer et vraiment moi, ce que je veux, je vais pas vous mentir. Moi, ce que je veux de vous, c'est que vraiment que vous ayez une base solide en géotechnique. Moi, c'est ça mon objectif. D'accord? Après, le calcul, comme je vous l'ai dit, c'est très simple. C'est très facile. C'est très facile de faire des applications numériques. C'est le plus simple. D'accord? Allez-y. Donc, Telsagi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a construit un bac en plexiglas. D'accord? Il a pris une semelle. Il a pris une semelle. Il l'a mise au-dessus de ce bac. Et il a mis du sable à l'intérieur. D'accord? Ensuite, il a, à l'aide d'un vérin, hop, il a appliqué une charge, d'accord? Il a un comparateur pour mesurer les déplacements. D'accord? Donc, il y a un comparateur qui est placé sur sur la semelle pour comparer les déplacements. Qu'est-ce qu'il a constaté? Il a constaté que dans le cas des sables, la rupture, regardez comment est-ce qu'elle se manifeste. Donc, il a vu ça, parce que ça, c'est en plexiglas. Donc, c'est transparent. Donc, il peut voir la rupture du sol. Vous allez me dire comment est-ce qu'il a fait ça? En réalité, il a utilisé du sable, il l'a coloré. Donc, il a créé plusieurs bandes. Par exemple, une bande comme ça, une bande en bleu, plusieurs bandes de sol. D'accord? Donc comme ça, ils peuvent voir lorsque le sol subit des déformations, ils peuvent voir l'allure, ou bien la rupture, ou bien la forme de rupture qui s'est manifestée. Voilà, donc on ne va pas rentrer beaucoup plus dans les détails. Donc, regardez, il a perçu ce mécanisme de rupture. Il a constaté que sous la fondation, il y a un coin ici qui est triangulaire. Donc, la semelle s'affaisse ici. Vous voyez? Et ça crée un coin rectangulaire. Et le coin que vous voyez ici, d'accord? Cette ligne de rupture ici, ou bien c'est, pardon, cette ligne de cisaillement, elle se prolonge de cette manière-là. Même chose ici. Donc, en réalité, qu'est-ce qui se passe? Ce coin rigide que vous voyez ici, cette zone-là, d'accord? Donc, elle va pousser cette zone-là à sortir,
le sol va subir un soulèvement. D'accord? Il a constaté aussi un soulèvement ici du sol. D'où le fameux mécanisme de rupture. D'accord? Donc, il a constaté ça. Et là, il s'est posé une question. Qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit quoi? C'est très simple. D'accord? C'est très simple. Qu'est-ce qu'il s'est dit? Il a dit que, d'accord, c'est bon. Donc là, on constate que il y a ce mécanisme. Le sol oppose une résistance, il y a une résistance. Donc, vous voyez là, donc ça, c'est la rupture du sol. C'est ce qu'on appelle la surface de rupture, celle-là. Voilà, par cisaillement. Le voici. D'accord? Ça, c'est le point de rupture. Donc, cette zone-là, elle va entrer en rupture. Très bien. Donc, il s'est dit quoi? Le sol, donc là, logiquement, il y a toutes ces forces-là, le sol, il va résister. D'accord? Mais comment est-ce qu'il va résister? On sait que par la théorie Terzaghi, avant lui, il y a eu quelqu'un qui s'appelle Morcoulon. Donc, il a constaté que c'est une rupture par cisaillement. D'accord? Donc, il y a ce qu'on appelle la théorie de Morcoulon. D'accord? Morcoulon, il utilise deux paramètres. L'angle de frottement et la cohésion. Donc là, lui, il sait. Il sait que le sol, il résiste par cohésion et par angle de frottement. OK? Très bien. Sachant que, ici, on a un ancrage. Donc, voilà. La semelle, elle est ancrée en réalité. Non. Tac. On rajoute un peu de jaune ici. Voilà. Ah, ça veut pas. Bref, ça c'est l'ancrage. Qu'on va noter D. Un ancrage noté D. Et là, la largeur de la semelle, elle est notée B. Très bien. Donc, donc, donc lui, qu'est-ce qu'il a déduit? Il a déduit que, en réalité, le sol, il y a un effet de quoi? Il y a un effet de cohésion, d'abord. Donc là, c'est clair. Donc on a un effet de quoi? Un effet de cohésion. Pour commencer. Ça, il a dit, c'est sûr. Il y a un effet de la cohésion. Très bien. Maintenant, pour ce qui est de l'angle de frottement, sachez-le, sachez une chose très importante, que l'angle de frottement, c'est la clé de la résistance des sols vis-à-vis des charges verticales. C'est vraiment le paramètre principal. La cohésion, c'est un paramètre secondaire. Il résiste, oui, c'est bien, mais pas comme l'angle de frottement. D'accord? Pourquoi? L'angle de frottement, qu'est-ce qu'il fait? Il amplifie la résistance du sol. Il amplifie la résistance du sol. Vous voyez ce coin-là? Ce coin en triangle. Il oppose une résistance. D'accord? Il, il a une résistance, il résiste. En fait, c'est quoi ça? Le triangle que vous voyez ici. En fait, Terzaghi, c'est simple. Il a dit que ce triangle-là, il a un poids, d'accord? Il résiste avec ce poids-là. OK? Mais, il y a l'angle de frottement. Plus l'angle de frottement il est grand, plus le triangle que vous voyez ici, il résiste mieux. Donc, en fait, c'est simple. Donc, comment déterminer le poids ici? En fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a calculé la surface de ce triangle. Donc, c'est un demi, d'accord? B fois, si on voit la formule ici, voilà, on va où est-ce qu'elle est, où est-ce qu'elle est, où est-ce qu'elle est, voilà, ici, d'accord? B, très bien, fois gamma. Très bien. C'est bon? Et elle a multiplié. Il a dit que, donc, voici comment déterminer la pression de résistance ici. D'accord? Donc, on a un demi B fois gamma. Ça y est? Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit que ça, c'est standard pour tous les types de sol, pour n'importe quel type de sol. Mais il y a l'angle de frottement. Il peut
être grand comme il peut être petit. On peut avoir un angle de frottement de 40, de 30, de 20, de 10. D'accord? Si, il a dit, si j'utilise seulement cette formule, 1 demi fois B fois gamma, donc, pour n'importe quel angle de frottement, la résistance ici de ce coin, elle va pas changer. Donc, il a introduit quoi? Il a introduit un coefficient. On appelle ça un coefficient d'importance. Il l'a noté un gamma. Il est en relation avec quoi? Il est en relation, en fonction, pardon, de l'angle de frottement. Donc, plus l'angle de frottement il est important, plus le 1 gamma, plus l'angle de frottement augmente, plus le 1 gamma il augmente. Et on peut le voir ici dans ce tableau, par exemple. Regardez, voici le 1 gamma. Et voici l'angle de frottement. Plus l'angle de frottement il augmente, plus le 1 gamma il augmente. Vous voyez? Donc, il a déterminé le deuxième effet. L'effet de quoi? L'effet du sol sous la fondation. Donc ça, c'est C. Là, c'est le terme. Donc là, attendez, je vais juste essayer d'écrire ici. Donc, on a tout d'abord l'effet de quoi? L'effet de la cohésion. Ça, on peut pas enlever ça, ça me dérange. Bon, c'est pas grave. Donc, on a l'effet de la cohésion, d'accord? Donc, on a l'effet du sol sous la fondation, ok? Eh bien, il y a un autre effet. C'est quoi, monsieur? Il a dit que ici, j'ai un ancrage. On a du sol ici, d'accord? Le sol qu'on a ici, il va contribuer à la résistance. Vrai ou faux? C'est logique. Il va contribuer à la résistance. Pourquoi, pour ceux qui savent, hein, pourquoi on dit lorsque la contrainte, par exemple, la contrainte du sol n'est pas vérifiée, lorsqu'on augmente l'ancrage, lorsqu'on augmente l'ancrage, la résistance, elle s'améliore. Tout simplement parce que cette zone que vous voyez ici, elle contribue à la résistance du sol. Et là, vous voyez, c'est une surface qui est triangulaire, rectangulaire, pardon. Donc, Terzaghi, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, il s'est dit, donc là, j'ai un ancrage T. Cette fois-ci, je le multiplie directement par gamma. Je fais pas un demi. Pourquoi je fais pas un demi? Parce que c'est pas un triangle, c'est un rectangle. Donc, il a fait, voilà, il a dit qu'en fait, c'est D fois gamma. Et la même chose pour le facteur que vous voyez ici. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il s'était dit? Il s'est pas, voilà, c'est la même chose. C'est le même problème vu l'angle de frottement. Il a dit l'angle de frottement. Si je laisse D fois gamma uniquement, il y a un problème. Parce que, en réalité, la résistance du sol augmente avec l'angle de frottement. Donc, Terzaghi, il a inclus un autre facteur qui est noté NQ, qui augmente en fonction du frottement, donc de l'angle de frottement. Donc, le voici, NQ. D'accord? Très bien. Maintenant, donc, ici, il a déterminé un troisième effet, c'est l'effet du sol, l'effet, pardon, de l'ancrage. Allez-y, il n'a pas nommé comme ça, mais voilà. Allez-y, c'est pas grave. Très bien. Et il y a aussi l'effet de la cohésion. Donc, la cohésion. Donc, si on essaie de regrouper tout ça, donc la capacité portante QL, elle sera égale à quoi? QL sera égale à quoi? Donc, déjà, on a l'effet de la cohésion. Donc, c'est la cohésion. Plus, on a l'effet du poids des terres, du poids sous la semelle, de la résistance du sol sous la semelle. Donc, on a un demi B fois gamma fois 1 gamma. D'accord? Plus B fois gamma multiplié par NQ. OK? Très bien. Alors, pour ce qui est de la cohésion, pour ce qui est de la cohésion,
Vous voyez la logique de la contrainte ici, la résistance, elle augmente lorsque l'angle de frottement augmente. Ici aussi, ça augmente lorsque l'angle de frottement augmente. Même chose pour la cohésion. En réalité, l'effet de la cohésion, il n'est pas fixe. Il n'est pas fixe. Il dépend de quoi? Eh bien, il dépend aussi de l'angle de frottement. Parce que la surface de rupture que vous voyez ici, elle dépend aussi de l'angle de frottement. D'ailleurs, l'angle ici, c'est pi sur 4 plus phi sur 2. Ça, c'est un angle qui a déterminé Terzaghi. Même chose ici. L'angle ici, pi sur 4 plus phi sur 2. Donc, cette ligne de cisaillement, cette ligne de cisaillement que vous voyez ici, ou cette surface de cisaillement, elle dépend de l'angle de frottement. Donc, l'effet de la cohésion. Lorsqu'on va voir le diagramme ou bien Mohr Coulomb, qu'est-ce qu'il fait? Il donne tau ici sigma. Non, pas c'est l'inverse. Sigma, tau en fonction de sigma. Donc, ici, on peut avoir une surface, une facette ici de rupture, une ligne de rupture qui fait ça. Donc ça, c'est là, ici, c'est la cohésion. Et la pente, c'est l'angle de frottement. On peut avoir quelque chose qui peut faire ça. Phi. Vous voyez? On peut même avoir quelque chose qui va faire ça. Le phi, il va changer. Vous voyez? La cohésion est restée la même. Mais lorsque l'angle de frottement il change, la résistance elle change. Le plan de cisaillement ou bien la surface de cisaillement ici, la surface de rupture que vous voyez ici, elle change. Donc qu'est-ce qui s'est dit? Alors, il s'est dit, donc, je dois, pour l'effet de la cohésion, je dois rajouter l'effet de l'angle de frottement. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rajouté un NC. Bien sûr, le NC, le N gamma et le NQ, je vais pas vous développer la théorie ici, parce que ça va prendre beaucoup de temps. D'accord? Mais voilà. Donc ça, c'est que pour vous compreniez l'origine de cette formule et qu'on utilise jusqu'à aujourd'hui. D'accord? Ensuite, le NC, le N gamma et le NQ, il les a déterminés, les voici. Je peux vous les montrer. Voici leur formule. Des facteurs de potence. NQ, voici la formule de Terzaghi. Il s'est appuyé sur la théorie de Rankine pour les murs de soutènement. D'accord? Ça, c'est le coefficient Kp de Rankine. D'accord? Jusque Rankine, lorsqu'on a un mur de soutènement, la force appliquée, elle est horizontale. D'accord? En revanche, ici, je vais pas rentrer dans les détails, je vais juste vous faire un petit truc. Sauf ici, regardez, elle est courbée. Il y a une courbe. Elle est en courbe. Ici, la rupture, le truc de cisaillement. La surface de rupture. Et c'est pour ça qu'il a rajouté l'exponentiel P tangente phi. D'accord? Voici le terme de NC et voici le terme de N gamma. Alors, le N gamma ici, 2 fois NQ moins 1 tangente phi. Le 2, c'est pas lui qui l'a fait. Ça a été modifié. Ça, ce sont les facteurs de portance de l'Eurocode. D'accord? Ça, c'est tiré de l'Eurocode. Très bien. En réalité, Terzaghi, il n'a pas proposé 2, mais il a proposé 1,5 ici. D'accord? Mais après lui, il y a des chercheurs qui sont venus, notamment un chercheur qui s'appelle Vesic en 1970, dans les années 70, bien 74, un truc comme ça, j'ai oublié. D'accord? En tous les cas, Vesic, qu'est-ce qu'il a fait? Il a repris les travaux réalisés par Terzaghi et il a
améliorer ce coefficient. Le 2 que vous voyez ici, il l'a amélioré. D'accord? Donc en réalité, il était 1,5. Lorsque Terzaghi a fait 1,5, les recherches, les années qui ont suivi les travaux de Terzaghi ont montré que 1,5, ça sous-estimait un peu la capacité portante. D'accord? D'accord? Donc on peut augmenter en réalité la capacité portante. Elle est trop faible. D'accord? Elle est faible. Donc on peut l'augmenter. Très bien. Ensuite, Terzaghi, donc dans les mêmes travaux, il y a ce qu'on appelle le facteur de forme. D'accord? Après, il y a plusieurs facteurs à prendre en considération. D'accord? Le facteur de forme. Donc, une semelle carrée, d'accord, de un par un, ou bien une semelle filante, il y a ce qu'on appelle le facteur de forme. L'influence d'une semelle isolée et d'une semelle filante sur le sol, elle n'est pas la même. Et c'est logique. D'accord? Donc, ils ont introduit ce qu'on appelle des facteurs de forme de la semelle. Donc, vous voyez, ils sont en fonction de B et L. Donc, B, c'est la largeur de la semelle et le L, c'est la longueur de la semelle. D'accord? Très bien. Bien. Donc, maintenant, regardez maintenant. Il y a aussi l'inclinaison de la base. D'accord? Parfois, on a des semelles qui sont inclinées à la base. OK? Donc, je peux vous faire un petit dessin. Donc, voilà une semelle. Tac. OK? Elle va faire un truc qui fait ça. Voilà. Il y a des types de semelles qui sont inclinés à la base. D'accord? Très bien. Donc, incliné. Tac. Et tac. OK, on peut avoir ce cas de figure. Donc voilà, là, il y a une inclinaison avec un angle. Je pense qu'il est noté alpha. OK? Donc il est noté alpha. On peut le retrouver quelque part ici. Voilà. Voilà. Donc, très bien. Donc alpha. Et on a le BQ ici. En fait, c'est des, comment dirais-je? C'est la largeur modifiée, si vous voulez. D'accord. Eh bien, et on a ainsi l'inclinaison de la charge. Parfois, on peut avoir une charge qui est inclinée. D'accord. On peut avoir une charge qui est inclinée. Donc, ça veut dire une charge qui n'est pas verticale, mais plutôt elle est inclinée. OK? Très bien. Généralement, où est-ce qu'on retrouverait l'inclinaison de la charge? On retrouve l'inclinaison généralement dans les murs de soutien. D'accord. Lorsqu'on va faire le calcul des murs de soutènement pour calculer la capacité portante de la semelle, d'accord? Lorsqu'on fait la résultante des forces, d'accord? On obtient une force qui est appliquée comme ça, d'accord? Parce que pourquoi? On a des forces, on a le sol ici, les forces de poussée, d'accord? Et on a le poids propre du mur de soutènement. Donc, lorsqu'on fait la résultante, parfois, on va se retrouver avec des forces qui sont inclinées. Donc, on doit prendre en considération les facteurs que vous voyez ici. D'accord? Très bien. Donc, en fin de compte, on va se retrouver avec une formule qui ressemble à ça. Donc, CNC, le BC, c'est le facteur, non, non, le BC, c'est lorsque la semelle elle est inclinée. Voici le alpha. Voilà le semelle inclinée. D'accord? Le S, c'est pour le facteur de forme, ou le I, c'est pour l'excentricité. Ensuite, on a Q0. Q0 ici, c'est, attendez, tac, 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 Q0, 1B. Bon, ça c'est un terme en plus, d'accord, on va essayer. Donc, voilà, donc je vais vous le dire maintenant. Ça, c'est gamma fois D. D'accord. Gamma fois D fois 1Q, c'est ça. Voilà, voilà. Gamma fois D, le gamma fois D, c'est quoi? C'est le Q0. D'accord? On continue. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? MQ, BS, voilà. Ensuite, on a QNQ, voilà. Donc, voilà. Donc, on a toute la formule ici, si vous voulez. D'accord? Voilà. Donc, si vous êtes arrivé ici à cette vidéo, donc je tiens vraiment à vous remercier d'être resté jusqu'ici. Donc, on se retrouve dans le deuxième épisode pour pour faire l'application, une application numérique, d'accord, pour maîtriser et voir comment on détermine la capacité flottante, d'accord.
Donc, vous voyez, donc en fait, c'est le calcul et l'application, elles sont vraiment simples. C'est vraiment simple de faire l'application numérique. Mais moi, tout d'abord, voilà, j'ai voulu commencer vraiment cette série par une introduction théorique, vraiment vous raconter l'histoire du calcul de la capacité portante, comment ça a commencé, le pourquoi du comment, et voilà. Donc, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, d'accord? À nous laisser un petit j'aime, un petit commentaire, d'accord? Et voilà. Merci à vous. Et en fin de vidéo, ما تنسوش ترحموا على الوالد على روحه بالطاهرة ادعوا له بالرحمة et on se retrouve nous, contrairement on se retrouve dans dans la prochaine vidéo. Ça.